Les négociations entre les États-Unis et l'Iran, prévues le 11 avril au Pakistan, sont déjà rendues délicates en raison de la poursuite des opérations militaires israéliennes au Liban et du blocage partiel du détroit d'Ormuz. Plus de détails. Alors qu'Islamabad se prépare activement à servir de cadre aux négociations entre les parties et à accueillir les délégations des États-Unis et de l'Iran, la communauté internationale craint de plus en plus que la campagne de bombardement menée par Israël au Liban ne rompe le cessez-le-feu déjà fragile conclu entre les États-Unis et l'Iran. Auparavant, le ministère iranien des Affaires étrangères avait déclaré que les négociations entre l'Iran et les États-Unis ne commenceraient pas tant que les attaques contre le Liban n'auront pas cessé. Les conditions du cessez-le-feu conclu entre l'Iran et les États-Unis sont claires et explicites. Les États-Unis doivent bien faire un choix, le cessez-le-feu ou la poursuite de la guerre par l'intermédiaire d'Israël. Ils ne peuvent pas avoir les deux. Le monde voit les massacres au Liban. La balle est dans le camp des États-Unis. Le monde observe s'ils respectent ou non leurs engagements. Il en va de même pour le président iranien qui considère que les frappes israéliennes au Liban rendent toute négociation avec les États-Unis inutile. La reprise de l'agression du régime sioniste contre le Liban constitue une violation flagrante du cessez-le-feu initial. De telles actions révèlent un manque de respect des engagements et rendent les négociations vaines. Nous gardons le doigt sur la gâchette. L'Iran n'abandonnera jamais ses frères et sœurs libanais. Dans le même temps, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré avoir ordonné à son gouvernement d'entamer des pourparlers directs avec le gouvernement libanais dès que possible, tout en poursuivant ses frappes et l'avancement de l'armée dans le sud du pays. Un responsable du département d'État américain a indiqué qu'Israël et le Liban mèneraient des pourparlers à Washington la semaine prochaine. Il n'y a pas de cessez-le-feu au Liban. Nous poursuivons nos frappes intensives contre le Hezbollah et nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas rétabli votre sécurité. Après les appels répétés du gouvernement libanais à entamer des négociations de paix avec nous, j'ai chargé hier soir le cabinet d'entamer des négociations directes avec le Liban afin d'atteindre deux objectifs, désarmer le Hezbollah et conclure un accord de paix historique durable entre Israël et le Liban. Cependant, l'Iran n'est pas le seul à formuler des exigences. Selon le président américain, Téhéran n'a toujours pas rouvert complètement le détroit d'Ormuz. Donald Trump a déclaré que l'Iran s'en sortait très mal pour assurer le passage du pétrole dans le détroit et a qualifié la situation de honte. L'Iran permet de manière très insuffisante le transit du pétrole par le détroit d'Ormuz. Certains diraient même de manière indigne. Ce n'est pas conforme à notre accord. Malgré les difficultés évoquées, la délégation américaine, conduite par le vice-président américain Vance, s'est déjà envolée pour Islamabad. Le vice-président sera accompagné de l'envoyé spécial Steve Witkoff et de Jared Kushner. Avant de monter dans l'avion, J.D. Vance a déclaré qu'il s'attendait à des résultats positifs. Nous attendons ces négociations avec impatience. J'estime qu'elles seront positives. Nous verrons, comme l'a dit le président américain, si les Iraniens sont prêts à négocier de bonne foi. Nous sommes bien sûr prêts à leur tendre la main. S'ils ont l'intention de se jouer de nous, ils constateront que l'équipe de négociation n'est pas si ouverte. Nous essaierons donc d'avoir des négociations positives. Le président nous a donné des directives assez claires et nous verrons. La vie de millions de personnes à travers le Moyen-Orient, ainsi que le sort de l'économie mondiale, dépendent de l'issue des négociations décisives qui se tiendront ce week-end au Pakistan entre les États-Unis et l'Iran. Un fragile cessez-le-feu de 2 semaines qui a ouvert la voie à ces pourparlers tient pour l'instant, mais les accusations mutuelles de violation se poursuivent et s'intensifient. Le ministère russe des Affaires étrangères vient de publier un communiqué à l'approche des négociations entre l'Iran et les États-Unis. La diplomatie russe met en garde contre toute action qui pourrait déstabiliser la fragile initiative de désescalade et appelle les parties à faire preuve de responsabilité. Moscou tient également à souligner que l'élément déclencheur du conflit a été l'agression israélo-américaine contre l'Iran et non pas les mesures de riposte entreprises par Téhéran. Dans cette optique, la Russie exige de cesser immédiatement toutes les frappes dans la région, y compris au Liban. La priorité à ce stade est d'éliminer les causes profondes du conflit dévastateur dans la région, à savoir la cessation complète de la guerre déclenchée par les États-Unis et Israël. Parmi ces conséquences figurent notamment les dommages subis par les États de la péninsule arabique,
ainsi que les hostilités dans la zone frontalière libano-israélienne et les frappes de missiles et les bombardements contre le Liban, auxquels il convient de mettre un terme sans délai. Dans un contexte de ralentissement économique aggravé par le choc énergétique lié à la guerre au Moyen-Orient ainsi que par la fracture transatlantique, l'UE intensifie la pression tant sur ses États membres que sur les pays candidats à l'adhésion, dont la Serbie. L'Union européenne traverse une période difficile. Dans un contexte de crise interne et de turbulence mondiale, Bruxelles exige de ses membres, y compris potentiels, une discipline stricte. Cette fois-ci, les fonctionnaires bruxellois ont dans leur ligne de mire la Serbie, qui frappe à la porte de l'Union depuis 2014 déjà. Alors que l'UE est impatiente d'accorder au régime ukrainien le prêt de 90 milliards d'euros bloqué par la Hongrie, Belgrade risque de perdre jusqu'à 1,5 milliard d'euros de financement européen. La Commission européenne envisage de mettre fin à son aide en raison d'un supposé recul démocratique et des liens étroits du pays avec Moscou. Nous sommes de plus en plus préoccupés par ce qui se passe en Serbie. Des lois qui portent atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire, aux mesures de répression contre les manifestants, en passant par les ingérences répétées dans les médias indépendants. Selon des informations fournies à Politico par des responsables européens chargés des questions de l'élargissement, la pression s'est intensifiée ces dernières semaines au sein de la Commission pour que le versement des fonds soit suspendu. L'UE a publiquement critiqué les réformes judiciaires menées par le président serbe Aleksandar Vučić, dont le gouvernement a été confronté, selon les autorités, à une tentative de révolution de couleur lors des manifestations de masse de l'année dernière. Cependant, aux yeux de Bruxelles, le principal péché des autorités serbes réside dans leur étroite collaboration avec la Russie. Moscou fournit près de 90% du gaz du pays, un partenariat qui permet de maintenir la stabilité des coûts énergétiques. Aleksandar Vučić a rejeté les pressions occidentales visant à rompre les liens avec Moscou, alors même que la Serbie entretient d'importantes relations avec l'UE, son principal partenaire commercial. Notre peuple n'a pas tiré sur le vôtre. C'est le vôtre qui a tiré sur le nôtre, sous l'effet de votre propagande et de vos incitations. Dans tout ce que vous faites depuis un an, c'est toujours la même chose. Rompre avec la Russie, très bien, mais ensuite, que fait-on? Que fait-on pour le gaz? Je ne parlerai pas d'autres sujets, car dans les relations entre pays, il faut tenir compte de la tradition, de l'amitié et de l'avenir, de tout le reste. Depuis 4 ans et demi, j'ai résisté à toutes les pressions venues de l'extérieur, comme à celles de certains à l'intérieur du pays, qui cherchent à détruire cette politique d'amitié. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent plus quoi faire, sinon poignarder l'État dans le dos chaque fois qu'ils traversent une période difficile. Belgrade n'est pas le seul dans le collimateur. La politique hongroise déplaît elle aussi aux responsables de Bruxelles. À l'approche des élections prévues ce dimanche, le gouvernement de Viktor Orban a été confronté à une pression intense de la part de l'UE et à des tentatives d'ingérence dans la vie politique du pays. Le vice-président américain J.D. Vance s'est rendu à Budapest pour soutenir son allié idéologique et a accusé la bureaucratie européenne de tenter d'influencer le choix du peuple hongrois. Je ne vous dis pas pour qui voter, je vous dis qu'il ne faut pas écouter les bureaucrates de Bruxelles. Écoutez votre cœur, votre âme et la souveraineté du peuple hongrois. À la différence des responsables de Bruxelles, je ne vous menace pas et je ne vous dis pas que je vais bloquer les fonds auxquels vous avez droit. Ce vendredi 10 avril, le Premier ministre hongrois a appelé ses concitoyens à défendre les acquis du pays obtenus ces dernières années et à préserver l'unité face à la crise majeure qui menace les 27. Chers compatriotes, dimanche, nous ne choisissons pas seulement un gouvernement, nous choisissons le destin de notre patrie. En 16 ans, nous avons transformé un pays en ruine et une nation stable et sûre. Ce sont là des résultats que nous avons obtenus ensemble. Mais aujourd'hui, il existe un risque réel de voir tout ce que nous avons construit disparaître. Alors que des guerres font rage dans le monde, une crise économique et financière frappe aux portes de l'Europe et la Hongrie ne pourra pas y échapper. En outre, nos adversaires sont prêts à tout pour s'emparer du pouvoir. Il s'agit de connivence avec des services secrets étrangers. Ils menacent nos partisans de violence et dénoncent une fraude électorale à coups d'accusations fabriquées de toutes pièces. Avant même le scrutin, ils organisent déjà des manifestations et des troubles alors que vos votes ne sont même pas encore dépouillés.
Disons-le clairement, il s'agit d'une tentative organisée de remettre en cause la décision du peuple hongrois par le chaos, la pression et le discrédit international. Chers compatriotes, ce n'est pas le moment des divisions, de la colère ni de la haine. La Hongrie a aujourd'hui besoin de coopération, d'unité et de sécurité. Nous proclamons l'unité nationale et face à la grande crise européenne qui s'annonce, nous protégerons chaque famille hongroise. Dimanche, tout est entre vos mains. À mesure que la position de l'UE face aux bouleversements mondiaux devient de plus en plus vulnérable, la politique de Bruxelles à l'égard des États membres se fait de plus en plus répressive. La poursuite de l'élargissement, confrontée à une crise idéologique et économique, est remise en question. Et c'est d'autant plus le cas lorsqu'il s'agit d'un candidat entretenant des liens étroits avec la Russie.